6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour l'ultime numéro de Taxi Presse, la grande messe de vendredi sur le plateau. Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pekezi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative, Tchanyao Aremiyaou, le patron du journal Nouvelle Opinion, et Loïc Lawson, le patron de Flambeau des démocrates. Ensemble, nous analyserons et commenterons les grands sujets de l'actualité socio-politique de notre pays. Vous savez que l'actualité est beaucoup plus marquée cette fois par le plan de sortie de crise tel que proposé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Amélioration du cadre électoral en vue de la tenue des législatives le 20 décembre 2018, limitation du mandat présidentiel à 2, mode de scrutin à 2 tours, recomposition de la Cour constitutionnelle, vote de la diaspora dans leur lieu de résidence. L'adoption de ces réformes sera par la voie parlementaire en vue d'accélérer le processus de leur mise en œuvre. C'est ce qu'a dit la conférence des chefs d'État. Dans le cas contraire, ces réformes seront soumises aux consultations électorales, c'est-à-dire référendaires. Dans l'opinion, que d'analyse et de commentaires. Alors, une question ce matin, la feuille de route de la CEDEAO est-elle un catalogue de bonnes intentions, une caution au régime de Faure Gnassingbé ou finalement un plan parfait de salut pour le peuple togolais où tout le monde en sort gagnant? On va en parler largement d'ailleurs avec mes confrères en studio. Retour en studio avec mes confrères avant de les retrouver véritablement. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui publie donc l'intégralité de la décision finale de la CEDEAO. Beaucoup plus la feuille de route de la CEDEAO par rapport à l'actualité du Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis pour l'amélioration de l'offre de services financés dans l'espace UEMOA, le dispositif PME rendu opérationnel au Togo. Le quotidien Liberté, mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO vers une autre crise dans la crise, écrit Liberté. La coalition de l'opposition reste sur sa soif, note notre confrère. Togo Matin évoque aussi la question politique au Togo, élections législatives et cadre électoral. Le pouvoir et la société civile apprécient la feuille de route de la CEDEAO et puis pour faire aboutir les recommandations de la CEDEAO, il urge d'embrayer donc sur certaines étapes, écrit notre confrère Togo Matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, feuille de route pour une sortie de crise au Togo, la CEDEAO à côté de l'essentiel, écrit Ferdinand Haïté ce matin. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. L'autre billet hebdomadaire, l'éveil de la nation, feuille de route de la CEDEAO pour une sortie de crise au Togo, des recommandations pour une résolution pacifique et une paix durable. Le gouvernement s'en félicite, la coalition des 14 prend acte. Vous lirez l'article dans le journal. Le Canard indépendant, feuille de route de la CEDEAO, les acteurs politiques togolais devant leurs responsabilités, écrit le confrère, qui revient également sur l'appel du père à Fognon à la classe politique, oser répondre à l'appel de notre peuple qui hurle sa grande déception. L'article est découvert dans le journal Le Canard indépendant. Il y a la dépêche qui est aussi dans les kiosques, non, c'est plutôt le numéro d'hier. Le journal Temps Nouveau parle de satisfecit général à la feuille de route de la CEDEAO, fin du statu quo, c'est une interrogation du confrère. Vous lirez l'article dans le journal depuis la 20e session ordinaire de l'UEMOA à Lomé. Consolidation de l'intégration économique dans l'espace, c'est ce que vous découvrirez dans le journal Temps Nouveau. Togo réveille et évoque le sommet historique CEDEAO-CAC à Lomé. Mutualiser les efforts pour faire face aux différentes menaces sécuritaires. Vous lirez l'article dans le journal depuis après le sommet de la CEDEAO. L'important message du gouvernement
à la C14. Laissons maintenant ces moments de discorde derrière nous et travaillons ensemble, a déclaré donc le ministre Gilbert Bawara dans une interview en début de semaine, beaucoup plus après donc les recommandations telles que formulées par la CEDEAO. Libération est aussi dans les kiosques ce matin. Crise politique togolaise et recommandations de la CEDEAO. Les acteurs politiques togolais désormais face à leurs responsabilités. Vous lirez l'article dans le journal Libération. Il y a le journal L'Union pour la patrie, la CEDEAO des peuples en action. Tout le monde est servi dans la feuille de route du Togo. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la patrie. Il y a le mérite sportif. Le mérite sportif qui revient sur les éliminatoires de la CAN 2017. Mise en place des éperviers cadets. Trop tard, c'est une interrogation du journal que vous lirez dans le journal. Donc, le mérite sportif. Il y a l'humanité qui est aussi dans les kiosques ce matin. Feuille de route de la CEDEAO pour une sortie de crise au Togo. Abandonner la rue pour voir pour la voie de la raison. C'est ce que crée donc le journal L'Humanité. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Indice. Indice, c'est une publication du groupe de presse L'Union. Opérationnalisation du MITA, des efforts engagement à Lomé, de forts engagements à Lomé, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. La SAFER s'apprête à augmenter les prix au péage de 67%. Faut-il vomir Claude Leroy, un autre élément lié donc au sport. Vous découvrirez tout cela dans le journal Indice. Alors, dans les kiosques ce matin, outre l'Indice, il y a l'Humanité, le mérite sportif, l'Union pour la patrie, Libération, Togo réveil, Temps nouveau. Il y a le Canard indépendant, l'éveil de la nation, l'alternative, le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères, avec le retour aussi de Tchaniao Arimiao, le patron de journal Nouvelle Opinion. Bonjour Tchaniao Arimiao. Eric, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Taxi FM. C'est un plaisir pour moi de retrouver les plateaux de Taxi FM et puis mes amis. Bien sûr. Merci de vendredi et ça fait toujours plaisir. N'est-ce pas? Je suis très content. Vous avez manqué à la famille. Oui. Bonjour Fabrice Petiesi. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Vous allez bien? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric et bonjour confrères et bonjour aux auditeurs. Merci d'être là. Abi Alpha, bonjour. Bonjour confrère, bonjour à tout le monde. Je vais dire Gabité à Tchaniao quoi. Parce que ça veut dire Gabité, ça veut dire quand quelqu'un revient de loin, c'est de cette façon. Non, il ne revient pas de loin. La semaine dernière... Ça fait longtemps qu'il n'est pas avec nous. Donc la semaine dernière, nous avons enregistré le retour de Loïc Lawson. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre tout à l'heure. Et puis cette semaine, nous enregistrons le retour au bercail de l'enfant prodige. On va aborder le sujet principal aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est l'actualité politique avec les recommandations telles que formulées par la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO mardi dernier. La CEDEAO a formulé beaucoup de recommandations quand même à l'endroit de la classe politique. Ça devrait être quand même l'ordonnance pour une sortie de crise politique heureuse chez nous. Je voudrais d'abord avoir votre avis sur... un avis global, avant que nous rentrions dans les détails sur ces recommandations de la CEDEAO. Abi Alpha, je commence par vous. Quel est votre avis de façon générale par rapport donc à ces recommandations? Bon, de façon générale, je crois qu'avec notre œil de journaliste, notre analyse conclut que la CEDEAO a coupé la poire en deux, ça c'est clair. Et puis, mieux au-delà de ça, si les gens veulent être vraiment politiques, on peut dire que c'est l'opposition qui doit se réjouir de cette feuille de route. Parce que beaucoup de points qui sont actuellement parmi les grands axes de cette recommandation ont longtemps fait partie de l'APG et d'autres recommandations qui sont restées lettres mortes. Et celui qui devait mettre en application ces recommandations, c'est le régime en place. Donc si c'était facile à faire comme une lettre à la poste, je crois que le régime aurait pu faire ça depuis longtemps avant que la CEDEAO ne vienne avec sa fameuse feuille de route.
Donc, contrairement à ce que l'œil du profane peut croire, ce n'est pas un simple bonjour pour le régime en place. C'est vrai que l'opposition, on peut estimer que elle n'a pas eu tout ce qu'elle veut, mais ce qu'on a amené là, si vraiment les gens veulent être politiques, si les gens veulent être honnêtes dans l'application, c'est le régime qui serait le premier à avoir des problèmes dans la mise en œuvre de ces recommandations. Il appartient seulement à l'opposition d'être vigilante et par rapport au comité qui serait mis sur place pour faire le suivi, qu'on mette des gens d'une certaine moralité qui sont éveillés, assez techniques, politiques, pour vraiment amener les gens à faire ce qu'il faut. Donc moi je pense que pour le moment, c'est très tôt, c'est bien loin des réalités pour qu'un camp se réjouisse, quoi. On va revenir naturellement dans les détails quand même sur ces recommandations. Tchania Remiaou, quel est votre avis général déjà sur ces recommandations de la CEDEAO? D'abord, il faut remercier la CEDEAO pour le travail qui a été abattu. Et en tant que citoyen togolais, moi, mon avis, c'est un avis de satisfaction, et parce que ici, moi, j'ai vu que la commission ou la CEDEAO dans son ensemble, qui a travaillé sur la question togolaise, a travaillé et a jugé comme cela se passe lorsqu'un mari et sa femme sont en conflit. On trouve une formule pour que et la femme et le mari, personne d'entre eux ne se sentent lésés, et pour qu'il y ait une continuité, une bienséance dans le couple. Et dans ce que nous avons eu comme feuille de route, c'est ce que moi j'ai vu, puisqu'il y a des volontés que le pouvoir en place avait déjà marquées, que ce soit en 2014 ou que ce soit en septembre 2017, le pouvoir a marqué une volonté, et que malheureusement les vis-à-vis du pouvoir n'ont pas pris positivement. Et il y a également l'opposition qui a émis des souhaits. Et finalement, dans la feuille de route, on retrouve et la volonté du pouvoir et les souhaits dans leur quasi-totalité de l'opposition, sauf quelques points qu'on n'a pas pu prendre en compte. Donc, les deux mis en mouture, il y a de fortes raisons de dire que c'est le Togo qui s'en est sorti gagnant, que c'est l'ensemble des Togolais qui doivent se frotter enfin la main pour avoir vu le bout du tunnel. Et donc il reste à ce que les uns et les autres y mettent du sérieux, qu'ils y mettent de cette volonté dont nous avons besoin pour sortir définitivement de l'ornière, du bourbier dans lequel le pays est plongé depuis 11 mois. Bien. Ferdinand, déjà dans votre parution de ce matin, vous estimez que par rapport à cette feuille de route, en réalité, la CEDEAO est passée à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi, à votre avis? Oui, au fait, pour nous, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce sens que si vous prenez la série d'accords que nous avons eu dans ce pays depuis 1999, après je crois 2003 et ensuite 2006, vous voyez que c'est pratiquement les mêmes choses. C'est pratiquement les mêmes ordonnances qu'on prescrit depuis des années. Il faut intégrer les institutions, il faut que ça soit paritaire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et au bout du compte, on n'a jamais rien fait. On s'est toujours retrouvé à la case de départ. Et donc, on va rentrer tout à l'heure dans les détails, mais nous, on ne s'attendait pas à grand-chose du côté de la CEDEAO. On l'avait dit à plusieurs reprises, parce que le problème était tellement complexe du fait que c'était le Togo qui avait la présidence de la CEDEAO, que pour trancher cette affaire-là, c'était délicat. Et donc, on voit bien que les présidents de la CEDEAO ont joué aux équilibristes et ont déplacé en réalité le problème. Ah oui? Oui, le problème a été déplacé, on rentrera dans les détails. Donc nous, nos sentiments en général, c'est rien de nouveau sous le soleil, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Vous parlez, dans votre parution de mercredi, vous évoquez que en réalité, c'est ce qu'on a eu là comme recommandation, c'est une désillusion, ni plus ni moins, pour la C14, hein, Fabrice. Oui, bien évidemment, parce qu'avant même le 31 juillet, où la feuille de route devait sortir, je crois que
depuis que les manifestations ont commencé, il y a des partis qui avaient des revendications dans la JBCR. Et je crois que maintenant, à l'heure du bilan, c'est simple à faire. Qui revendiquait quoi et qu'est-ce qui a été mis dans la feuille de route pour un la C14 voulait le retour à la intégral de à la la Constitution Constitution 92. Le vote de la diaspora aussi a été intégré. Faux. Oui, pour le premier. Ça, ce n'est pas passé. Le vote de la diaspora, oui, ça s'est passé. Maintenant, le départ de Faure Gnassingbé, la transition certains voulaient qu'on parle déjà de 2020. Ça aussi, c'est passé à côté. Et ça faisait partie des revendications fondamentales, surtout du PNP. Alors aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans cette feuille de route, je suis d'accord avec Ferdinand pour dire qu'en réalité, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Parce que ce qui a été recommandé, ça a été déjà fait depuis septembre par rapport au projet de loi que le gouvernement a introduit. On va me parler du comité de suivi qui a été mis sur pied. Oui, il y a un comité de suivi, mais ça ne fait pas partie des réformes parce qu'on ne mettra pas dans la Constitution ni dans le code électoral qu'il y aura toujours un comité de suivi de la CEDEAO. Mais pour l'instant, ce comité est là pour assurer, pour veiller par rapport à l'application. Donc, ça voudrait dire que déjà 80, c'est-à-dire à partir du 19 août, il y a eu des manifestations et il y a eu des revendications et le gouvernement sort un projet de loi. On aurait pu déjà en septembre faire des réformes à l'Assemblée nationale avec le mode de scrutin et puis discuter, arranger ce qui a lieu de le faire, le mode de scrutin et puis bon, la limitation du mandat. Ça ne voudrait pas dire qu'après ces réformes-là, le combat devait s'arrêter. Maintenant, on pouvait aller encore en avant pour poser une autre revendication, que les prochaines élections soient transparentes. Et alors là, on aurait pu mettre dans la balance, par exemple, la supervision sous-régionale. Et donc, moi, je crois que de septembre à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a encore compté des morts, des blessés et autres. C'est pour cela, moi, je dis, on aurait pu franchir un palier déjà en septembre avec les réformes. Et maintenant, de septembre à aujourd'hui, peut-être qu'on aurait pu obtenir autre chose que la limitation de mandat. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui s'ajoute un peu de nouveau par rapport à ce qui avait été déjà dit, c'est ce comité de suivi-là qui va être là éveillé au grain pour que les élections soient transparentes. C'est pour ça que j'ai dit depuis septembre, après les réformes, si on les avait fait au Parlement, on évacue ça, on aurait pu poser d'autres revendications et jusqu'à aujourd'hui, on aura avancé. Mais maintenant, on nous parle même déjà d'une élection en décembre. On va revenir comment ça va se passer. Ces points tout à Donc l'heure. c'est pour cela que je dis, pour finir par rapport à cette feuille de route, à part les illusions que certains se faisaient sur le retour à la Constitution de 1992 et puis la question de la candidature du chef de l'État, moi je crois que la CEDEAO a tranché en faveur du peuple. On ne peut pas aujourd'hui parler de gagnants ni de perdants. Sauf que certains se sont fait certaines illusions. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça participe à une stratégie politique? Parce que tous ceux qui sont dans la C14, c'est des gens avertis. Ils savent que la CEDEAO ne venait pas ici pour se prononcer si Faure doit être candidat ou pas. Très bien. Alors, maintenant, attaquons le sujet au fond. Depuis presque une année, la bataille là a commencé entre le pouvoir et l'opposition. Entre-temps, le pouvoir de Faure Gnassingbé a introduit un projet au Parlement. Ça a été boudé par l'opposition et donc ce projet n'a pas abouti véritablement. Le régime de Faure Gnassingbé voulait qu'on limite le mandat à 2, qui est le mode de scrutin à 2 tours. L'opposition voulait plus, ça a bloqué les choses. Et à la fin, on semble revenir à la case de départ. C'est-à-dire que les points évoqués par les recommandations se trouvaient déjà dans plusieurs accords qui avaient été conclus entre le pouvoir et l'opposition. Abi Alpha, est-ce qu'on n'aura pas tué des gens, puisqu'il y en a qui sont décédés? Est-ce qu'on n'aura pas fait des blessés? Est-ce qu'on n'aura pas finalement fait emprisonner certains Togolais qui sont encore dans les géoles pour un gros zéro? Abi Alpha. C'est très facile de tirer une telle conclusion parce que les points qui étaient en instance d'être étudiés, votés au Parlement, qui n'ont pas eu droit de citer, cette réforme-là n'a pas eu droit de citer. Mais si ça a été fait, ça veut dire que ça ouvrait la porte à des élections qui auraient pu être faites déjà. Donc à la Togolaise, toujours, avec tout ce que vous savez, comment conséquence des élections dans notre pays. À chaque fois, que ce soit 2005... Le fait que la CEDEAO le dise aujourd'hui, c'est une caution formidable. Attendez que je vienne.
que ce soit 2005, que ce soit 2010 ou 2015, vous avez vu ce que les élections tripatouillées ont fait perdre aux Togolais en termes de blessés, de vies humaines, de tout ce que vous savez. Maintenant, les points là qu'il y avait, que le régime voulait introduire, si c'était passé comme une lettre à la poste au Parlement, ça veut dire que ça ouvrait la porte. Les élections auraient pu avoir lieu, c'est-à-dire au calendrier échu, avec tout ce que, dans les mécontentements, qui va aboutir forcément à plus de conséquences. Ça c'est clair. Maintenant, le comité de suivi là que certains peuvent estimer que c'est un pétard mouillé, c'est faux. C'est grâce à un truc comme ça que M. Alpha Condé est actuellement là où il est. C'est le Malien, le général malien Sangaré. Non, c'est pas la même chose. S'il vous plaît. Excusez-moi bien. Non, je vous arrête. S'il vous plaît. C'est pas la même chose. S'il vous plaît, laissez que je termine et vous me démontrez comment je ne suis pas dans la logique. Allez-y. C'est grâce à un comité de suivi. C'est grâce au fait que M. Sangaré a été le président de la CENI. De la CENI. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant au Togo. S'il vous plaît. C'est grâce à sa présence que Alpha Condé est actuellement président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. C'est lui qui était chose là-bas. Donc, pour que Sangaré soit là-bas, il a fallu la supervision, le droit de regard de la communauté internationale, sous-régionale notamment, dans l'organisation des élections en Guinée, pour que Alpha Condé soit là. Et puis le fichier électoral. Vous êtes dans un pays où depuis longtemps, le fichier, il faut, c'est-à-dire il faut 100 électeurs dans une région pour être député, il faut par exemple 200 dans une autre pour être député. Et au Parlement, tous ont un seul droit de vote. Il n'y a pas quelqu'un qui a un double vote. Ce n'est pas normal. Voilà un fichier. Quand tu vas dans certaines régions, tu vois des noms des cadavres que moi je connais des milieux où les gens qui sont morts en 1960, leur nom revient 2-3 fois. Et depuis là, ça faisait le chou gras c'est-à-dire du régime qui en jouissait. Maintenant qu'il y a une situation qui est grâce au réveil c'est vrai que certains peuvent penser que c'est des illusions, mais les illusions ont fait que ces illusions que les gens se sont fait, la C14 s'est fait des illusions. C'est grâce à ces illusions, les gens sont conscients du problème togolais. Grâce à ces illusions, des chefs d'État ont laissé leurs préoccupations. On a mis sur pied une médiation. Bien. Il y a eu une réunion qui a parlé essentiellement du Togo. Grâce à ces illusions, actuellement, on est conscient du bourbier togolais et on en tient compte. D'accord, merci beaucoup, Abialfa. C'est trop facile de tirer de telles Merci conclusions. beaucoup. Oui, Tchaniawa Remiyaou, est-ce que pour vous aussi, enfin, contrairement à Abialfa, on a perdu du temps pour un gros zéro? Bon, je crois que... Abi nous démontrait qu'en réalité, on n'a pas perdu du temps pour un gros zéro. Oui, à attendre Abialfa, je crois que si il fallait perdre tout ce temps pour arriver à quelque chose qui donne satisfaction à tous les Togolais, Dieu merci. Puisque dans la démonstration de Abialfa, oui, il n'a été question de rien de négatif. Les gens ont perdu du temps, mais Abialfa salue aujourd'hui ce qui a été fait par la CEDEAO en donnant exemple du Mali et beaucoup d'autres pays de la sous-région. Je pense que on ne peut pas conclure tout à l'heure que des gens ont perdu tout ce temps pour rien du tout. Ce qui a été fait aujourd'hui, nous n'allons pas loger les problèmes togolais seulement au niveau du 19 août 2017. Depuis toujours, lorsque nous allons aux élections au Togo, c'est difficilement que les gens s'alignent aux résultats que nous avons. Il y a toujours eu des contestations, ça et là, depuis le temps du père du vieux et Adema. Jusqu'à aujourd'hui, les Togolais ne se sont jamais accordés sur la vérité des urnes. Maintenant, si après le passage de la CEDEAO, d'aucuns pensent que tout ce qui a été dit permettra d'avoir des élections fiables, j'attire l'attention de tous nos concitoyens, de tous les politiciens togolais qui nous suivent en ce moment, que si la date indicative du 20 arrivait à tenir et que nous allons aux législatives, que d'aucuns ne se logent plus dans la veste de contestation. Que les gens reconnaissent que, comme Abialfa le dit, qu'il y a des bases sérieuses qui ont été posées et que du sérieux a pu être fait.
Donc, vivement que nous y allons et que les gens cessent de contester ce qui est sorti des urnes. Je crois que le comité de suivi tel qu'évoqué par Abi Alpha fera sa part. Mais également, il y a la vérité du terrain. Il y a les réalités des urnes. Et que tout le monde s'accorde maintenant à accepter ce qui sortira des urnes une fois de bon au Togo. Comme le ministre Pascal... Parce que Abi Alpha même a reconnu que cela se fait de partout quand la CEDEAO passe. Donc, chapeau à la CEDEAO. Comme le ministre Gilbert Bawara, allais-je dire, laissait entendre dans sa dernière interview, laissons maintenant ces moments de discorde derrière nous et travaillons ensemble. Nous accueillons Loïc. Loïc, bonjour. Bonjour, Eric Gaton. Alors, sur le sujet, avant de poursuivre le sujet sur lequel on est avec les confrères, vous écrivez dans votre journal hier que cette feuille de route de la CEDEAO, là, c'est un pas qualitatif. Hein. Bien naturellement. Je crois qu'on l'a démontré aussi là-dedans parce que, tu sais, je faisais partie, au flambeau des démocrates, on faisait partie de ceux qui ont, comme beaucoup de Togolais, attendu longtemps cette feuille de route. On était optimistes, on savait aussi que ça serait quelque chose qui... Comme l'a dit Abi, je suis d'accord avec lui, qu'une poire qui a été divisée en deux. Même si, en réalité, quand tu prends un œil politique, tu la regardes, quand tu scrupules au fond, tu sens que juste le Togo, on a presque le Togo la thérapie pour que désormais, on ne soit plus une curiosité dans la sous-région. C'est quoi? Et qu'aujourd'hui, on veut faire de nous un État démocratique. Et je crois que ça a été dit même dans les... Une thérapie qui veut nous faire sortir du statu quo? Ça a été dit dans les recommandations quelque part. Il y a la phrase qui le dit de manière un peu subtile, qu'il faut qu'on retrouve le chemin de la démocratie. C'est quelque part dans le texte. Donc, ça veut dire la CEDEAO a reconnu qu'on n'est pas dans le standard démocratique. Parce que le standard veut que ce soit des élections et qu'il y ait un mandat limité, que ce soit des élections à deux tours comme on en voit au Mali aujourd'hui. Donc, c'est ce qui a été fait et globalement, nous pensons que c'est un pas qualitatif. J'en ai débattu avec Ferdinand longtemps dès que c'est sorti le soir-là. Quand je l'ai vu pessimiste, je lui ai dit non, Ferdinando, ça c'est bon pour le Togo. C'est ça qui peut nous amener au bon port. Et je suis convaincu, vu les dispositifs, cette fois-ci mis par la CEDEAO, c'est ce qu'ils appellent le comité de suivi et consort. Moi, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Je crois qu'on va arriver à bon port. Et c'est pour cela, je dis, il n'y a pas, Ferdinand, rassure-toi, il n'y a pas, comme tu le dis, non, j'ai vu son titre ce matin. On n'est pas passé à côté de l'essentiel. Voilà, on n'est pas passé à côté de l'essentiel. Tout à l'heure, il va s'expliquer. Voilà, on n'est pas passé à côté de l'essentiel. À Fabrice Bétéji, j'ai dit, reviens aussi sur terre. Il n'y a pas eu de désillusion. Parce que. Ce matin, voilà, je suis bien sur terre. Il n'y a pas eu de désillusion d'un camp sur l'autre. Et ça, je peux de la C14. Et ça, même les plus virulents, ceux qui ont souvent une langue venimeuse, assez dure comme Bilbao Hara, tu as vu, c'est assez posé. Hier, RFI a changé en vain la réaction des membres de UNIR. Ils l'ont dit clairement. Donc tu comprends, c'est pour te dire que chacun sent que ça là, c'est du piment, de la patate chaude qu'on nous a donné et il faudrait le surveiller, il faudrait qu'on arrive. On va revenir là-dessus en détail. Si tu permets, en fait, je fais partie de ceux qui estiment que cette feuille de route-là, en fait, c'est en faveur du peuple togolais. Oui, et qu'il n'y a pas eu un camp qui l'a emporté sur l'autre. Sauf que aujourd'hui, certains donnent l'impression comme si l'opposition n'a rien eu parce qu'on n'a pas parlé de Faure Gnassingbé en 2020. C'est pour cela que je dis, sur cette question, en réalité, tout le monde savait que la CEDEAO ne pouvait pas se prononcer sur la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020. Très bien. Alors, revenons sur la question initiale avant la pause, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas perdu du temps pour un gros zéro? Ferdinand Haïté. Non, moi je pense que... on n'a pas perdu du temps pour un gros zéro. Il faut déplorer quand même qu'il y a eu des victimes, des gens sont en prison et tout ça. Au-delà, il faut aussi préciser que ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé de 2020 dans la feuille de route qu'on n'en a pas parlé. Hein. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé du sujet de 2020 dans la feuille de route qu'on n'en a pas discuté. Vous avez eu des confidences? C'est ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé qu'on n'en a pas discuté. Renseignez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, on est confrères. On analyse. Les indiscressions, on en a aussi. On analyse. S'il vous plaît. Je voulais que le débat soit calme. Renseignez-vous. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis ça dans la feuille de route qu'on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps pour zéro? Vous
avez dit non. Oui. Alors, moi, pourquoi je suis pessimiste? Parce que tout ce qu'on est en train de nous servir là, on a déjà vu ça. Et ne me dites pas que les gens qui n'ont pas, pendant 13 ans, ont refusé de faire les réformes, ils vont les faire en 4 mois. Et moi, je ne crois même pas aux élections. Parce que quand vous voyez bien cette feuille de route et que vous la comparez même avec le communiqué de la coalition, on voit bien que la coalition est allée négocier en position de faiblesse. C'est ce que j'ai démontré lorsque vous m'avez appelé. Oui. Vous voyez, c'est d'abord la seule arme qu'ils avaient. Ça, c'est le premier point. Ils l'ont mis sous le boisseau. Ensuite, ils n'ont pas suffisamment fait un lobbying auprès des chefs d'État pour préparer cette réunion-là. Et là-dessus, excusez-moi, mais Nathaniel Olympio, dans une interview qu'un confrère a publiée ce matin, je ne me retrouve pas, il dit, je vais le citer, les manifestations sont des instruments que la Constitution met à la disposition du peuple togolais. Et il faut justement que nous soyons plus percutants dans ce qu'il adviendra dans l'organisation des manifestations. Oui, il faut des manifestations, oui, il faut des démarches diplomatiques très importantes. C'est ce qu'il a dit. Il ajoute, il y a des chefs d'État qui sont venus et qui n'ont jamais entendu parler de nos revendications, qui n'ont jamais écouté quelqu'un de la coalition. Il faut maintenant aller vers les gens, défendre notre position avec fermeté. Et ça, c'est ce que j'ai dit. Et ça, c'est le niveau de la coalition. Et ça, c'est comment on appelle ça? C'est le médecin après la mort. Je m'explique. Tout le monde savait que il devait avoir un sommet ici. Oui, et que ce sommet, le Togo devait être au centre de ce sommet-là. Vous voyez. Et donc, à part les deux médiateurs qui sont au courant de nos problèmes, peut-être dans les détails, il fallait aller chez les chefs d'État avec un document à l'appui. Parce que ces chefs d'État, in fine, c'est eux qui tranchent en huis clos. C'est eux qui discutent. Vous savez, dans ces genres de réunions des chefs d'État, où vous avez 4 heures de temps pour débattre de 20 sujets, ce n'est pas forcément que certains chefs d'État aient comment l'appelle-t-on, aient les détails de tous les sujets. Parfois, même quand ça dure, certains veulent même que ça finisse vite pour qu'ils rentrent dans leur pays. Vous avez vu. Donc, certains, à un moment donné, s'alignent juste sur ceux qui sont les plus informés en disant, bon, c'est comme ça, on peut y aller. Donc, ce lobbying-là, ça n'a pas été fait. Vous savez que ces gens de réunion se préparent par les ministres des Affaires étrangères en conférence des ministres des Affaires étrangères avec la commission qui prépare les dossiers. Donc, il fallait aller, par exemple, au Bénin, qui était proche, il fallait aller, comment l'appelle-t-on, au Burkina, qui était proche, qui ont des intérêts immédiats chez nous. Il faut aller au Nigeria, il fallait aller chez Macky Sall. Donc, le pouvoir a fait ça. Vous imaginez, le pouvoir qui tient la CEDEAO a envoyé ses émissaires, Bawara et Madougou, aller dans les palais des chefs d'État avant la réunion. Et donc, moi, je pense que ce côté-là a manqué et c'est ce que révèle à la coalition. Quand on le dit, on ne le dit pas pour leur faire du mal, mais on leur dit ça pour que demain, ils puissent s'organiser. C'est tout. Au-delà, vous voyez très bien que même dans la coalition, depuis qu'on a créé cette coalition, il n'y a pas un directoire pour pouvoir aller aux discussions. Quand ils vont aux discussions, ils vont tous ensemble. Parfois, au risque même de créer des contradictions auprès de certains chefs d'État. Comme ça s'est passé au Ghana, à quelques heures du sommet. Voilà, la coalition était au Ghana. Il y a un sujet sur lequel on a évoqué sur les cas des villes qui ont été assiégées. Certains disent qu'on a levé le siège, d'autres disent qu'on n'a pas levé le siège. Devant le président ghanéen, qui était surpris. Donc, toutes ces choses-là ont contribué à fragiliser, je ne sais pas, la position des chefs d'État finalement. Oui, parce que quand vous ne maîtrisez pas un dossier, qu'est-ce que vous en faites? En réalité, on pose un dossier, quand vous ne le maîtrisez pas, vous n'avez pas des interlocuteurs qui sont venus vous donner des documents où on vous a fait des fiches pour apprécier le dossier. Qu'est-ce que vous en faites? Bon, maintenant, moi, au-delà de tout ça, moi, je pense que cette feuille de route est irréalisable. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que je la monopolise déjà pour plusieurs raisons. Finissez. Je finis, pour plusieurs raisons. Cette élection, dans 4 mois, est irréalisable. Excusez-moi de le dire ainsi. Et moi, je trouve même que cette élection législative n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Oui, elle n'a aucun sens parce que vous imaginez si on ne fait pas les élections en décembre, même si on les fait en décembre ou on les pousse en janvier, nous serons à 1 an de la prochaine présidentielle. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, si on fait les élections en janvier ou en décembre, on a un nouveau Parlement. On dit dans la feuille de route que c'est le Parlement actuel qui va faire les réformes. À défaut, on va au référendum. Oui. Alors, si ça bloque au Parlement, ça veut dire qu'il y a un référendum. Ouais. Ça, c'est une élection. Ouais. Après, il y aura législative. Ouais. Après, il y aura présidentielle 2020. Voilà. Quel est l'enjeu du prochain Parlement? C'est juste pour voter les textes de la République. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si on fait une élection à 1 an de la présidentielle de 2020, si par exemple, je suis dans les suppositions, UNIR gagne, c'est une supposition, hein, et qu'en 2020, il y a alternance, le président qui vient dissout le Parlement. Vous êtes d'accord avec moi?
Non, vous êtes une d'accord avec possibilité. moi. Non, c'est pas une possibilité. Non, c'est une possibilité. C'est réaliste. Il dissout le Parlement. Si l'opposition gagne et que UNIL maintient le pouvoir en 2020, il dissout le Parlement. Vous êtes d'accord avec moi? Pour pouvoir gouverner, il vous dissout le Parlement. Oui, et ça dépend. Beaucoup de choses. on aurait pu faire le sacrifice de cette élection en laissant ce Parlement aller jusqu'en 2020 et organiser des élections. Ça, c'est la politique qui décideront. Vous voyez. Merci beaucoup, Ferdinand. Là, je comprends pourquoi est-ce que vous estimez que cette feuille de route est irréalisable. Est-ce que pour vous, c'est irréalisable, Fabrice Fekezi? Je voulais aller sur ce terrain en même temps. Non, moi je crois qu'il y a des raisons à être pessimiste. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on aboutit à des accords. On a l'accord même le plus important que le Togo. L'APG. C'est l'APG jusqu'aujourd'hui. Même la feuille de route CEDEAO est en dessous de ce que l'APG a fait. Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan de l'APG, on se rejette les torts. Tel dit que c'est elle qui est à l'origine du blocage. Et c'est pour cela, moi je dis aujourd'hui, si on ne tire pas des leçons par rapport à ce qui s'est passé, enfin, dans un passé récent, si je peux me répéter, on risque encore de se retrouver dans une situation du genre où, comme certains l'ont déjà annoncé, qu'il risque d'avoir des blocages à certains niveaux. Et donc, nous sommes sur un terrain politique et n'attendez pas à ce que ce soit les gens aillent fonctionner comme des enfants de cœur. Chacun jouera sa partition pour pouvoir tirer le drap de son côté. Donc cela voudrait dire, parfois le pouvoir peut utiliser le jeu de l'opposition pour se tirer d'affaire. L'opposition également. Donc moi je dis par rapport aux leçons de la APG, ce qui a fait qu'aujourd'hui ça a échoué sur certains postes, ça n'a pas abouti. Il faut éviter de prêter le flanc à ceux qui ne voudraient pas que la feuille de route, par exemple, soit appliquée. Parce qu'effectivement, les accords qu'on applaudit... Ça serait des sacrifices énormes. Bien évidemment, les accords qu'on applaudit, on en a eu. Mais maintenant, c'est la pratique, la matérialisation de ces accords-là qui risque de poser problème. Et sur ce point, il faudrait que chacun, ceux qui ont estimé par le passé qu'ils ont été floués, il faudrait aujourd'hui... Qu'on les rassure aussi. Qu'ils soient plus regardants là-dessus pour ne plus être floués et qu'on aboutisse vraiment à la matérialisation. Mais non, en ce qui concerne le lobbying, ça c'est pour répondre un peu à Ferdinand, c'est vrai que l'opposition n'a pas eu les moyens de faire toute la tournée qu'il aurait fallu. Mais il s'agit aussi de la question des moyens. Hein. C'est possible. C'est possible. On ne vient pas en politique pour demander la quête des militants et réussir à asseoir ce qu'on veut. Mais moi, je dis aussi que tous ces pays de la CEDEAO, là, à quelques exceptions, elles ont des représentations diplomatiques ici, aujourd'hui. C'est pour cela, moi, ça m'amuse un peu. Parfois, quand je vois les Togolais se lever, ils disent qu'ils veulent aller informer la France, ils veulent aller informer les États-Unis de ce qui se passe. Détrompez-vous. À la minute près, ces gens-là sont au courant de ce qui se passe parce qu'ils ont des représentations. C'est Abi Alpha qui doit prendre la parole avant Abi Alpha, par rapport à ces points évoqués par la conférence des chefs d'État, est-ce que vous pensez quand même que c'est irréalisable, comme Ferdinand disait tantôt? Oui, pour commencer par là où a fini le confrère. Non, répondez à la question. Non, je ne refuse pas. Je vais juste faire une petite mise au point pour dire que très souvent, quand tu regardes ces diplomaties qui sont représentées ici, que ce soit au niveau européen ou bien au niveau sous-régional, quand ces messieurs arrivent dans les premiers jours, quand on leur tend le micro, leur discours est différent des discours qui tiennent peut-être 1 an ou bien 6 mois après. Donc, allez-y comprendre. C'est-à-dire par rapport à la réalité du terrain, quoi. On a compris. Donc, c'est vrai qu'ils sont là. Ouais. C'est vrai qu'ils sont là, ils connaissent nos réalités, mais il faut encore qu'ils fassent des comptes rendus honnêtes par rapport à nos réalités. Dans les faits, est-ce que ces recommandations sont réalisables? Secondo maintenant, j'ai déjà dit ici que parmi ces points-là, à quelques encablures près, il y a assez qui existait déjà dans les accords qui ont été signés il y a belle lurette. Oui, sauf que ces points sont réalisés en 4 mois. Et que si les gens avaient la volonté de les exécuter, la CEDEAO ne serait pas venue nous trouver là où nous sommes. C'est ça que j'avais dit, n'est-ce pas? En 4 mois, entre nous, si on commence par le fichier électoral, mais pour corriger un fichier, ça veut dire qu'il faut faire un recensement. Oui. C'est ça. Oui. Actuellement, vous êtes d'accord avec moi que dans tous les pays, sinon dans nos milieux où tout est approximatif, je vais parler du milieu beaucoup plus africain, mais la population, c'est-à-dire la population électorale fait souvent à peine un tiers de la population réelle. C'est-à-dire si on vous dit que le Bénin a 10 millions d'habitants, c'est-à-dire concrètement si la Banque mondiale vient faire un vrai recensement du genre recensement lié au développement et qu'on arrête les Béninois
à 10 millions. Le jour où il y a élection, tu verras que peut-être on va trouver 4 millions, bien 3 millions 500. Oui. Donc c'est ça qui est la première réalité. Ça veut dire que actuellement là où nous sommes, si on veut vraiment aller réellement pour corriger ce qu'il faut corriger, parce que une chose c'est d'avancer des points à corriger. L'autre chose, c'est d'avoir les moyens sur le terrain pour les corriger. Bien. Je vous disais la dernière fois ici que le dernier recensement, juste au recensement vrai, c'est-à-dire au sens vrai du terme ici, remonte à plus de 10 ans. Je sais pas si vous comprenez. Vous l'avez dit. Maintenant, ça veut dire qu'il faut faire le recensement 1. Après le recensement, maintenant que c'est possible de corriger, ça veut dire que c'est un vrai recensement objectif qui corrige le fichier électoral 1. Secondo, le processus qui va amener à choses au Parlement, avec les corrections qui s'imposent là, qui auraient dû être faites si vraiment il y avait une réelle volonté de... Puisque actuellement, puisque là où nous sommes là, c'est parce qu'à un moment donné, le camp qui gère le pays, qui est censé faire ces réformes, n'a pas voulu le faire parce que ça ne les arrangeait pas. Maintenant, ils sont contraints parce qu'il y a deux forces qui vont beaucoup peser dans la balance. Non seulement au-delà de ce comité qui va être mis sur place, il y a Boari qui a pris la CEDEAO, qui ne va pas aussi... C'est un élément à ne pas négliger. C'est un élément à ne pas négliger, ça c'est clair. D'accord, très bien. Les gens ne voulaient pas. Les gens avaient soutenu un autre pays. Auraient même que ce soit un autre pays. Donc, moi je pense que les réalités du terrain, elles sont là. Que les gens sachent que rien ne sera plus comme avant. Les gens, le Togolais s'est réveillé. La communauté est consciente de nos réalités, de nos problèmes. Ça ne serait plus comme avant. D'accord, très bien. On pense que merci beaucoup à baratiner tout le monde. Vous avez eu le temps de vous exprimer convenablement. Oui, Tchanyawa Arimiao, aujourd'hui. Est-ce que ces points évoqués par... oui, je donne la parole à Loïc. Ces points évoqués par la CEDEAO aujourd'hui ne contiennent pas en eux-mêmes l'élément de crise, encore une fois. De blocage. Non, oui, de blocage, oui, bien sûr, donc de crise. Non, avant de répondre à votre question, je crois que nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders d'opinion. Attends, on est là pour éclairer la lanterne des populations. Il ne faut pas que nous fassions insulte à l'endroit des diplomates qui sont au Togo. Parce qu'il n'y a pas seulement au Togo que les autres pays envoient des diplomates. Il y en a au Togo, mais il ne faut pas qu'on donne l'impression comme si les diplomates qui sont accrédités, qui sont au Togo, c'est des gens qu'on achète, comme on a souvent eu l'habitude de le faire entre nous. Vous avez vu le développement que les gens font, on dit que quand les diplomates viennent au Togo, les premiers jours, ils ont un discours, après 6 mois, les discours changent. Je crois qu'il ne faut pas faire la copie collée de ce que nous avons comme habitude au Togo et d'essayer de l'étendre à d'autres pays qui sont quand même des vitrines démocratiques que nous-mêmes, parfois nous exhibons en disant que voilà tel pays, ça va dans tel pays mieux que chez nous. Je ferme la parenthèse pour dire maintenant que la CEDEAO, elle a sorti une feuille de route. Est-ce que la feuille de route ne contient pas en elle-même des points de blocage? À mon avis, il peut avoir des points de blocage, oui, comme il peut ne pas en avoir si les gens y mettent la volonté. Les militaires ont l'habitude de dire que c'est le terrain qui commande l'action. Il y a eu des développements où les gens ont parlé du recensement pour la correction du fichier électoral. Heureusement qu'il y a un comité de suivi. Quand le comité sur le terrain ou dans l'application de cette feuille de route va sentir qu'il y a un blocage, on va trouver les contours pour débloquer la situation puis avancer. Ou bien, à mon avis, 20 décembre est une date indicative. Ça doit être une date indicative parce que il y a le schéma est trop long pour pouvoir dire que oui, on doit absolument aller aux élections le 20 décembre. Mais l'essentiel pour moi, en tant que Togolais, c'est comme le ministre Bahara l'a souhaité, que les acteurs politiques, dans leur ensemble, s'entendent autour de ce qui est essentiel, de ce qui est vital pour notre pays et qu'ils opèrent ces réformes-là selon le chronogramme qui puisse permettre que des gens, au finish, ne viennent plus nous rejeter dans des perpétuelles crises ou de contestation. Donc, c'est pour cela que je disais que le terrain va commander effectivement ce qu'il faut faire sous l'œil vigilant du comité de suivi. Maintenant, pour le reste, qu'on aille aux élections le 20 ou qu'on déborde, l'essentiel pour nous, c'est que les gens fassent ce qui est bien pour ce Togo que nous aimons. La CEDEAO a quand même demandé à ce que beaucoup de choses soient faites quand même ou réalisées par le pouvoir ensemble avec
la coalition ou l'opposition, vous estimez que c'est tenable ce délai-là Oui, mais pour tout faire. Le 20 décembre pour aller aux élections, suppose qu'il faudra faire les réformes. Non. Suppose qu'il faut aller d'abord au recensement. Est-ce que c'est tenable ce délai? De toutes les façons, le Togo souffre d'une maladie, la démocratie. C'est ça le problème. Non, c'est que je dis. Le problème, d'abord, c'est la démocratie. Et c'est-à-dire par rapport à ces standards. C'est pas moi qui le dis, j'ai dit dans le test même, c'est dedans. Par rapport aux standards démocratiques, on en souffre. C'est un de nos problèmes, le principal. Il est dit qu'il faut faire les réformes pour régler ce problème. Et il est demandé que cette Assemblée nationale le fasse, n'est-ce pas? En place, celle qui est là. Ça ne prendra pas du temps. Ça va passer. Ça, c'est le premier mal qu'il faut guérir. Les réformes. Oui, les réformes. Le second mal. Là, attendez. Là, sur la question des réformes, le problème lié donc à la limitation du mandat et cette périphrase de « en aucun cas n'est pas tranché ». Laisse tomber, tu veux créer le problème là où il n'y a plus de problème. Non, attendez, non. Je viens. Non, j'ai la parole. Parce que ce point n'est pas vidé, ce n'est pas tranché. S'il te plaît. D'abord. Il y a peut-être un élément qui peut permettre à lui de poursuivre. N'oubliez pas qu'il est recommandé également que le dialogue se poursuive. Oui, bien sûr. Regarde. Pendant une année, les gens ne se sont pas entendus sur ce point. Même 10 ans, laisse tomber. Le plus important, Eric Gato, d'abord, c'est d'aller à l'Assemblée, de mettre les dispositifs qui ont été mis là. Ce que les chefs d'État ont souligné là. Élection à 2 tours, limitation de mandat. L'autre sujet que tu dis, c'est notre débat. Non, mais ou non, je vais t'expliquer. Pourquoi? Parce que la question de la limitation je vais t'expliquer. Dans la salle, toi tu as parlé d'indiscrétion, il y a eu ce débat. C'est clair. Et c'est Ouattara qui a sauvé, qui a du moins essayé de dire à la dernière minute, évitons ce débat, parce que tous les autres chefs d'État voulaient qu'on mette en aucun cas. La plupart, la majorité. C'est Ouattara. Qu'on mette en aucun cas. Tu sais, les chefs d'État aussi ont des poids dans la salle. C'est Ouattara qui a eu à dire, non, il faut éviter les problèmes de personnes. Que chez lui, ça a créé la guerre. Oui. Et qu'il faut, pour la question de l'ivoirité. Et un peu oublier mettre cette phrase entre parenthèses. Donc, le plus important, c'était ça. Et je crois que là, je lui donne raison. Mais allons d'abord. N'oublie pas, les gens, c'est là, et comment il s'appelle? Le Ghanéen est super subtil et intelligent. Il connaît nos problèmes mieux que nous-mêmes. Ils disent qu'on va réformer la Cour constitutionnelle. Ils savent pourquoi ils l'ont demandé. Parce que ce débat, je t'ai dit, il est purement juridique. Le moment venu, la Cour constitutionnelle va le trancher. C'est pour ça on n'a même pas voulu le mettre dedans. Elle le tranchera le moment venu. Tu comprends? C'est un débat que la Cour. C'est pour ça, évitons de créer des problèmes, de chercher à mettre. S'il n'y a pas un point dans la Constitution, comment est-ce que la Cour regarde, va ta voiture peut démarrer tout de suite avec un litre d'essence. Tu dis non, qu'il n'y a pas de l'eau dans la partie où ça nettoie le rétroviseur. Pour ça, est-ce que pour ça tu peux démarrer? Démarre d'abord et va. Tu comprends, non? Il s'agit de ça. Là où nous sommes, il faut d'abord régler nos problèmes de santé. Les premiers, c'est petit à petit. On va mettre ces dispositifs. Et quand on va les mettre, le problème des élections que vous posez pour décembre, moi je vais pas dire ceux qui ne croient pas qu'on peut arriver mais au moins, on dira désormais en parlant du Togo qu'on a des élections à 2 tours présidentielles et qu'on a une limitation de mandat. D'abord ça, avant d'atteindre 2020. Et qui vous dit, vous focalisez le débat. Et non, attendez, on s'interroge. Excusez-moi, Loïc. On peut s'interroger, d'accord. On peut s'interroger, d'accord. Mais rassure-toi, Eric Gator. Mais rassure-toi. D'accord. Les chefs d'État connaissent nos problèmes, ils vont le régler. Pour la raison, pour finir. Tu as vu dans le comité de suivi, ils ont fait tout pour exclure le parti au pouvoir et l'opposition, qui ne sont pas dedans. Même si certains ont voulu faire quoi que c'était dedans. Dans le vrai rapport, le communiqué final signé, il n'y a pas les deux parties. Il y a plusieurs communiqués finaux. Oui, mais finalement, il y a plusieurs communiqués qui ont circulé. Il y a 2 qui ont circulé. Le premier qui est passé, il y a eu des choses qui sont enlevées dedans. Ceux qui ont l'habitude de faire le faux. Le second, il faut demander au niveau de la CEDEAO pour que vous donne le vrai. Et hier seulement, je tiens à vous informer, hier seulement le vrai, quand il a été envoyé, et avant-hier, mercredi, quand il a été envoyé à la coalition, qu'il avait demandé, parce qu'elle voulait, au fait, la coalition a gardé du silence parce qu'elle voulait le vrai. Le vrai quoi? Le vrai communiqué. Elle a gardé le silence de 48 heures pour ça. Oui. Et elle demandait à la CEDEAO qui traînait à lui donner à travers son ambassadeur Garba Lampo ici. Jusqu'à quand ils l'ont eu,
le Garba était obligé de notifier aussi au gouvernement, c'est-à-dire, voilà le communiqué et c'est celui-là qui est le vrai. Et dans celui-là, tu verras, il y a des petites paraphes qu'on fait pour les documents administratifs, et il y a la signature en bas. Dedans, tu verras il n'est pas dit que dans le comité de suivi, il y a UNIR et il y a la secrétaire. Ils sont pas dedans. Et quand j'ai posé la question à l'ambassadeur, il m'a dit clairement, mais si les deux là sont dedans, il y aura blocage. Nous, est-ce que dans le prétendu faux communiqué, il y avait la composition du comité de suivi? Je n'ai pas eu. Il y avait la composition du comité de suivi. Oui, mais avec UNIR et C14. Oui, bon, maintenant, sur le plan pratique, même dans les associations, ça se passe. Lorsqu'on vient lire un communiqué final, alors, celui qui est lu devant les micros, est-ce qu'en réalité, c'est lui le communiqué final? Non, puisque c'est après en principe. Je peux t'expliquer parce que là au moins il est adopté. Là au moins je suis parti à l'information. Les sons c'est qu'on fait dans nos petites associations ou bien les trucs, les gens font un agoplan dedans. C'est pas ça. Il s'agit ici de quoi? Il s'est fait que au secrétariat, parce que j'ai demandé pourquoi il y a eu cette erreur. Au secrétariat, l'argument qui a été dit c'est qu'au secrétariat, au moment où les chefs d'État ont eu plusieurs versions des communiqués, avec la partie, par exemple, et comment on dit ça, C14 et trucs là. Et les chefs d'État ont dit non, on ne peut pas mettre ces deux-là dedans. Ah, donc on a balancé en le projet. On ne peut pas mettre ces deux-là dedans parce qu'avec eux, le comité a besoin d'être indépendant et il n'a pas besoin de gens pour. Il doit être fort pour. Il va être bloqué. Maintenant, au niveau du secrétariat, on ne sait pas comment ça s'est fait. On m'a parlé du mot, on m'a utilisé le mot scanner. Que quelqu'un a scanné la partie là, a enlevé la partie là dans le scannage. C'est ce qu'on m'a dit. Mais au finish, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un communiqué qui est vrai, qui est sorti. On avance. Je donne la parole à Ferdinand Haïté maintenant sur le sujet. Allez-y, Ferdinand. Bon, moi je dis, est-ce que vous savez que il y a un comité informel de 3 chefs d'État qui a été mis en place pour régler le problème de 2020? Est-ce que vous un comité informel de 3 chefs d'État. Qui sont-ils? Qui est mis en place pour régler le problème de la question de 2020. Qui sont-ils? Je vous donnerai les noms. Et donc, moi, je dis toujours que la question de 2020 sera réglée au moment venu. Mais sur l'essentiel de ce que nous avons en face de nous, moi, je me tiens juste à la bonne volonté des uns et des autres. Est-ce qu'il y aura cette bonne volonté? Et du fait que, par expérience, les gens qui ont passé 13 ans à ne pas appliquer un accord politique global, je ne les vois pas en train de mettre en œuvre ce qu'on a mis devant nous là. Je vais vous expliquer. Non, mais Ferdinand, les choses peuvent évoluer. Laissez-moi avancer. Vous savez, les gens ont cru que le problème va être réglé lorsque l'opposition va intégrer la Cour constitutionnelle, lorsque l'opposition va intégrer la CENI, lorsqu'il y aura si. Et l'opposition aussi pense que veut participer à la gestion d'un pouvoir qu'elle n'a pas acquis. C'est pour ça, quand on parle de transition politique, moi je tombe des nues. Vous savez si vous comprenez, ils veulent participer à la gestion d'un pouvoir qu'ils n'ont pas acquis. On veut être rentré dans la Cour constitutionnelle, dans la HAC, alors qu'on peut régler ce problème-là autrement. C'est comme on n'a pas tiré les leçons du passé. Vous savez qu'après 2006, il y a eu quand même l'opposition a mis quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Oui, bien sûr. Qui est resté. Il y a eu 2 élections que l'opposition a qualifiées de frauduleuses. Ce membre de l'opposition n'a jamais sorti un communiqué pour dire oui ou non, étant membre de la Cour constitutionnelle, je n'ai pas été d'accord pour valider les résultats. On est d'accord. L'opposition était dans la CENI. Vous vous souvenez de la manière dont on a mis les Pedro et tout leur groupe dehors, on a pris leur voiture et tout ça. Et en présence du général Sangaré, qui était là, les gens ont amené les militaires à la CENI, on les a sortis. On a fermé leur bureau à clé. On a pris les huissiers. Excuse-moi. Mais on a pris les voitures, on a bloqué leur... comment appelle-t-on? Leurs émoluments. Jusqu'à ce jour, on leur a jamais payé ça. Et donc, des gens qui agissent comme ça, vous avez la bonne... En 5 mois, vous ne les voyez pas faire. Vous pensez que en 5 mois, ils vont devenir gentils, ils vont devenir très cool, et ils vont dire, bon, maintenant c'est bon, on va faire les réformes, tout va se passer normalement, vous êtes les plus gentils, vous êtes trop non, je ne suis pas pessimiste, je fais un constat. Mon raisonnement est sur la base d'un constat. Laissez-moi... Oui, non, allez-y. Laissez-moi douter de la bonne foi. Non, c'est un raisonnement. Laissez-moi douter de la bonne foi. Vous aussi la parole. Non. Laissez-moi douter. Chacun a le temps de parole. Laissez-moi douter de la bonne foi. Laissez-moi douter de la bonne foi des gens qui nous ont démontré durant plus de 10 ans
qui ne sont pas capables d'appliquer les accords. Bien. Maintenant, le comité de suivi, je ne sais pas quelle influence ça pourrait avoir. Monsieur. Oui, bon, moi je partage en réalité le pessimisme de Ferdinand Haïté. Sauf que lui, il a l'impression que la mauvaise foi vient seulement d'un seul camp. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit ici que c'est-à-dire que si on répète les mêmes erreurs que par le passé, avec les accords qu'on a eus, on n'aboutira pas. Autant, c'est pour cela que j'ai dit aussi, je pense que j'ai planté le départ en disant, nous sommes en politique. Et chacun est en droit d'exploiter la naïveté de l'autre. Et c'est pour cela qu'il faut tirer les leçons du passé et faire de telle sorte que cette fois-ci, tout le monde ait les yeux ouverts et que les choses puissent être faites comme il se doit. Alors, on a donné ici des exemples, des membres de CENI. On a vu aussi des gens opposer des actes qui frisaient un peu la délinquance. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas parce que Sangaré est là qu'on va laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire. Maintenant, est-ce qu'ils avaient de bonnes raisons? De quelle manière il fallait poser le problème s'il était là? Je crois que c'est de ces erreurs-là qu'il faut qu'on en sorte pour pouvoir appliquer cette feuille de route-là. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'APG, le gouvernement va vous dire qu'en réalité, il était de bonne foi et que c'est l'opposition qui a fait le premier faux bond. Mais on ne peut pas imputer tout l'échec de l'APG aujourd'hui également à l'opposition. C'est pour ça que quand vous faites une analyse, vous allez voir de part et d'autre des erreurs ont été commises, ce qui a fait qu'on n'a pas avancé. Mais si on ne rectifie pas ces erreurs-là, effectivement, si on croit, par exemple, parlant de la Cour constitutionnelle, qu'il faut la recomposer. Alors si les gens sont tout de suite dans la logique de « je dois mettre mon gare là-bas », si tout le monde veut mettre son gare alors qu'il n'y a qu'une seule place, ça va poser problème. Et donc, c'est à ce niveau, il faut peut-être à un moment donné, dans des pays où parfois il y a eu un déclic, c'est des gens en qui peut-être au départ on doutait. Peut-être c'est de le déclic est venu. Donc, moi, je crois qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un minimum de confiance et que l'on dise, bon, lui, professionnellement, il peut faire le boulot, on va encore tourner en rond et finalement, cette feuille de route-là risque de mourir comme cela d'elle-même. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, chacun tire les leçons du passé pour pouvoir avancer. Non, bon, je crois qu'il faut que nous, en tant que, je le dis toujours, leader d'opinion, qu'on essaie de prendre la hauteur pour ne pas descendre tout bas, pour faire croire à ces Togolais qui nous écoutent. Parce que l'opposition aujourd'hui a pris acte, la coalition a pris acte comme des recommandations. Et puis elle évoque des sujets sur lesquels elle n'est pas satisfaite quand même. Hein. Oui, je voudrais dire que quand j'ai suivi tout à l'heure ce que Ferdinand disait, c'est par rapport à ça, je disais qu'il faut que nous, en tant que leaders d'opinion, que les Togolais suivent et qui attendent beaucoup de nous, des éclairages, qu'on fasse en sorte que nous ne nous rejoignons pas ou bien qu'on ne descende pas bas pour accompagner ces Togolais qui pensent que le problème togolais est une question d'homme. Quand vous écoutez ce que Ferdinand dit, c'est comme lorsque telle figure se retrouve à la CENI, lorsque celui qui doit être à la tête de la Cour constitutionnelle ou lorsque les membres ne sont pas d'un camp, ça ne va pas marcher. Il faut que nous comprenions que... c'est un constat, hein? Non, mais ce n'est pas un constat. Non, c'est un constat. Écoute, ce n'est pas un constat. Non, ce ne sont pas des constats. C'est la première fois que l'opposition rentre dans ces institutions. Oui, mais... Ça a donné quoi? Il revient à l'opposition de se travailler. Vous n'avez pas besoin... C'est un constat, en fait. Et également, je suis en train de dire qu'il faut que si les gens doivent travailler pour le compte de certains regroupements politiques, qu'ils soient des gens de conviction. Je ne peux pas comprendre comment je peux avoir une conviction et une fois dans une institution, je perds cette conviction. Quel que soit le prix qu'on me propose pour vendre cette conviction, je ne me crois pas être en train de le faire. C'est pour cela que je dis qu'il faut que nous, les journalistes, on essaye une fois en passant d'encourager cette feuille de route, qu'on essaye une fois en passant de faire en sorte... Ça n'exclut pas qu'on puisse poser une analyse claire. Ça, c'est les analyses de Ferdinand, ce sont des analyses de camp. Ça concerne ceux qui viennent. Non, on est ici pour analyser. Et chacun peut analyser. Quand on dit que... Non, c'est lui. Quand on dit que... Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Quand on dit, par exemple, que lorsque tel ou tel vont se retrouver à la Cour constitutionnelle, on ne va pas faire du boulot. Et que quand quelqu'un de l'opposition était à la Cour constitutionnelle, on a organisé des élections, la personne ne s'est jamais prononcée. Ça,
C'est pour cela que j'ai dit que chaque camp doit travailler. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui viennent puissent jouer leur rôle comme on l'attend. Je ne souhaite pas répondre à mon aîné Tchaniao. Il n'a pas demandé que vous lui répondiez. Mais je vais juste dire que il y a un adage de chez nous qui dit que si tu ne veux pas manger du charançon, ne mange pas du haricot. C'est-à-dire, si tu ne veux pas manger du charançon, ne t'approche pas, ne mange pas du haricot. D'accord. Ça veut dire que si tu ne veux pas être soupçonné de certaines choses, évite certains comportements. C'est par rapport au comportement sur le terrain que Ferdinand a parlé. Des membres de l'opposition, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'on moi, je pense que ne font pas leur boulot. Moi, je pense que tout le monde est d'accord que tout le monde est d'accord que cette feuille de route, ce n'est pas la Sainte Bible, ce n'est pas le Saint Coran. Comment ça? C'est des êtres humains, s'il vous plaît, c'est des êtres humains qui l'ont proposé pour des êtres humains. Et elle est susceptible et c'est des êtres humains qui vont la mettre en application. Que les gens sachent qu'il ne faut pas que le pouvoir prenne ça comme si c'est une parole sainte écriture et que désormais vous devez rester tout poli pour obéir. Si dans l'application, les gens affichent leur traditionnelle mauvaise foi, la rue va reprendre. C'est clair. Parce que là, c'est toi le général de la rue. J'attendais ça. Vous parlez. Non, non, Abi Alpha. J'attendais ça de toi. Attendez. Abi Alpha, vous parlez en tant que qui? Je dis. Non, je parle en tant que leader d'opinion. L'éternelle rue. Analyste. Et là, c'est militaire. Clair. Je veux que vous compreniez quoi. Je parle en tant qu'analyste. Ça, c'est qui va sortir. Ça, c'est clair. Il y a une situation qui a été conflictuelle, qui a amené des gens de l'étranger à se prononcer. On nous a proposé quelque chose. C'est vrai que de part de les gens estiment qu'on aurait pu c'est-à-dire avoir mieux, c'est vrai. Tout le monde n'a pas eu totalement ce qu'il veut. Mais il faut qu'on applique. Et je disais ici au tout début que si le régime nous avait habitués à la bonne foi dans l'application des textes, on ne serait pas venu. La CEDEAO, ce n'est pas aujourd'hui que la CEDEAO viendrait trouver ces points-là. Ça serait déjà une solution avant qu'on soit aujourd'hui. Maintenant, si en prenant ça, si les gens bloquent à vous-même, regardez, c'est la CEDEAO qui a dit taisez-vous, on va vous fesser. Vous pensez que les gens vont vous taire. Un jour viendra, les gens n'auront pas besoin d'une coalition, d'un parti politique pour se prononcer. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Merci. Merci beaucoup, Abel Fa. Loïc Lawson maintenant sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a la feuille de route. Nous savons qu'on demande aux Togolais d'aller aux élections le 20 décembre. En tout cas, c'est une proposition quand même de la CEDEAO. On s'interroge sur quand même la ténacité quand même de ce rendez-vous. Soyons optimistes en toutes choses. Parfait. Tu comprends? Moi, je dis, là d'où on vient et là où nous sommes arrivés, arrêtons des petits soupçons. Faisons confiance à tout le monde. Jusqu'à présent, personne encore. Depuis 3 jours, quelqu'un a fait faux pas. Non. Tout le monde est dans sa chapelle en train de réfléchir. Oui, bien sûr. Comment faire? Je peux t'assurer, c'est une patate chaude dans la main du pouvoir, c'est une patate chaude dans la main de l'opposition. Comment faire pour arriver? Parce qu'on finit, les gens, c'est même une honte pour notre pays que c'est nous là. On est venu ici pour parler de nous, de notre pays. Il faut qu'on nous dise ce qu'il faut faire. En fait, la CEDEAO, on n'a pas parlé que du Togo. Je sais. Ça aussi, on n'a pas parlé que du Togo. Non. La CEDEAO a parlé du Mali. On a parlé de beaucoup de pays. Oui, je sais. Oui. Mais nous, il y a eu des problèmes dans d'autres pays. Nous, notre problème, toujours, c'est de démocratie. C'est pour ça que je te parle. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est deux choses différentes. Sinon, il y a des crises dans des pays plus graves que nous. Les gens tirent avec des armes. On ne parle pas de comment on parle de nous. La crise démocratique, c'est ça le gros problème. Maintenant, moi, je dis, maintenant que la CEDEAO a prescrit l'ordonnance, tâchons à ce que chacun fasse sa part pour arriver au moins à exécuter le peu là. Le médicament là. Ferdinando. Non, je t'ai dit que le médicament, Ferdinando. Le médicament, essayons de l'appliquer comme je vous l'ai dit, comme la CEDEAO l'a demandé. Faisons au moins cet effort. Quand on va arriver là-bas, je vais t'assurer, Ferdinand. Tu sais, autant je te comprends, autant je comprends quelqu'un d'autre quand lui aussi il tire le drap de son côté. Mais le problème est le Togo d'abord. Qu'on fasse en sorte que demain, quand je sors, que je dis, dans mon pays, il y a la démocratie parce que les élections sont à 2 tours. Bien. Parce qu'il y a une limitation de mandats. Non, je n'ai pas fini, les gens ont eu plus que ça. Parce qu'il y a une limitation de mandats. Et que surtout, le plus important se joue ailleurs. Ferdinand, toi tu le sais, et les autres aussi le savent. Le plus important se jouera ailleurs. Qui a vu venir Bouhari?
à la tête de cette CEDEAO. On était tous ici, à un Non, moment, tout le la monde presse togolaise. Non. C'était le grand favori. Oui, Bofon dit que c'est Boari. Non, sans hypocrisie, à un moment, Non. c'était Boari. Mais à un moment, jusqu'à une semaine avant ce sommet, on a oublié Boari. Soyons réalistes. Oui, les gens pouvaient ailleurs. Il y avait Les gens, le Ghana qui voilà, valait le Ghana, et puis même, il y a eu plusieurs hospitations. Ça, c'est ça la réalité. Maintenant, il a fallu ce moment du sommet, pour beaucoup, en tout cas jusqu'à 48 heures, ça a été une surprise de voir Boari rebondir à la tête. Vous savez le jeu, signal. vous savez le jeu de couleur qu'il y a eu. c'est quel Vous type de savez la signal? pression qu'il y a eu. C'est quel type de signal? Mais non, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que ce monsieur Moi, qui a j'ai pris. une indiscrétion sur l'arrivée de Boari. Si Je vous viens voulez, on là. en parle. Non, Je vous nous, donnerai on parle des la faits. parole. Moi, je Faut pas parle que des faits. les gens nous flouent. On en Je parle. vous Je donnerai parle la des parole. faits. Je parle des faits. Loïc Je n'a pas parle fait. des Non, faits. attendez. J'évite le terminez. débat d'indiscrétion. Parfait. Moi, je parle des faits. Tout à l'heure, vous avez donné deux Indiscrétion. Tout à l'heure, vous avez Non, donné moi j'ai deux cité le nom. J'ai cité ma source. J'ai cité ma source. Ce n'est plus un discours. Non, mais c'était pas. On parlait j'ai ici de la cité feuille ma de route. source. Tu nous as parlé du Quand j'ai secrétariat. cité ma source. Mais quand on me dit que quelqu'un m'a dit là, moi je ne crois pas Merci ça. beaucoup. Quelle Non, personne, en nous parlant de Boari, qui nous donne la Merci beaucoup, source? Loïc Lawson. Ferdinand, c'est vous Qu'on qui sache prenez que la c'est parole. crédible. Le secrétariat qui a fait les communiqués. Fabrice, merci. C'est qui la source? Allez-y, Ferdinand. Non, moi je pense que. Moi j'aurais su ma Et on va position. finir là-dessus. Moi je suis pas dans. Tu sais, le monde politique, c'est pas le monde des bisounours. Moi je suis pas. Je suis pas, comment on appelle ça, je travaille pas à la Fondation Abbé Pierre ou quoi pour croire naïvement aux gens. Moi je suis pas dans ça. Moi je suis dans une analyse de journaliste. Je regarde les faits et j'analyse. Et je constate que depuis 27 ans ou 30 ans, le Togo elle a tourné en rond avec les mêmes acteurs. Et la mauvaise. Il faut changer les acteurs. Non, je ne parle pas encore de changement. Ça dit que je fais un constat que depuis, on n'évolue pas. On joue le tango, on danse le tango. Oui, Cette tango. fois, on va évoluer. À chaque fois qu'on signe des accords, on revient à la Ça case va de aller départ. maintenant. Ça va aller. Non, et je ne crois pas que ça va aller. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que, je l'ai dit tantôt de manière rapide, cette élection législative n'a pas besoin d'être. Il faut faire économie de cette élection. Attendez, stop, non, allez-y. Je voulais qu'il termine. Parce que il faut faire économie de cette élection législative qui n'a aucun sens et laisser, comme ils se sont entendus le 27 dernier avec les facilitateurs, pour laisser le Parlement en place. Et comme on a dit que le Parlement va faire les réformes, à défaut, on le fait au référendum, on laisse cette élection-là, on la repousse en 2020. Ça nous permet d'abord d'avoir le temps de faire les réformes, les recensements du fichier électoral et tout ce que vous voulez. On ne sera pas sous pression de la date du 20. Donc et donc, en 2020... On fera bien les choses. En 2020, on fait des élections couplées. Sinon, je vous dis qu'on ne sortira pas de la crise institutionnelle d'ici 2 ans. Parce que d'ici 2 ans, si il y a... Oui, parce que... Non, chaque... Ferdinand, non, ça va non, aller. non, ce que je te dis est important. Finissez, Ferdinand. Parce que nous avons besoin de tourner définitivement la page de la crise institutionnelle pour s'occuper du pays. Mais tant qu'on ne règle pas le problème de la crise institutionnelle, on ne va pas s'occuper du pays. Et donc, si on fait cette élection intermédiaire et qu'en 2020, il se pose une autre situation, et que on soit obligé de dissoudre le Parlement, c'est pas grave. Non, c'est pas une question de grave, mais on aura perdu de l'argent. Oui, mais on a perdu de l'argent plus que ça dans ce pays. Ferdinand, laisse. Pourquoi tu penses aussi que la personne peut ne pas dissoudre? On peut ne pas dissoudre. Non, il ne faut pas dire. Il faut pas dire qu'on ne peut pas dissoudre. Donc moi je pense que c'est des analyses. Moi je pense que cette feuille de route là. Pour moi, je reste toujours pessimiste. Elle est irréalisable et elle va même encore créer plus de problèmes. Vous avez une indiscrétion par rapport à Boari? Moi, je voudrais dire que... Par rapport à Boari? Oui, dans le développement d'Abi Alpha a dit qu'il y a le comité de suivi et qu'on n'oublie pas qu'il y a Boari qui est à la tête désormais de la CEDEAO. J'ai souvenance de tout ce que Abbé Alpha à ce plateau disait par rapport à Boari. Mais je voudrais apporter un éclairage pour dire à ceux qui nous écoutent que la candidature de Boari a été beaucoup plus stimulée par le Togo. Je m'arrête là. Pour le moment, pour ceux qui pensent que Boari à la tête de la CEDEAO ferait mal à tel ou tel, c'est le Togo qui a stimulé personnellement cette candidature de Boari. Je voudrais seulement dire ça et je m'en arrête là. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Soyez les bienvenus. Est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole, Fabrice. Oui, soyez les bienvenus. C'est une bonne chose. Il faut aussi comprendre, il faut lire aussi entre les lignes la feuille de route de la CEDEAO. Parce que j'ai l'impression qu'on compte trop sur l'extérieur pour pouvoir résoudre nos problèmes au niveau du Togo. C'est vrai.
il y aura un comité de suivi, mais tout dépendra de la volonté du peuple togolais. Et je crois que c'est pour cela qu'on n'a pas tout de suite fermé la porte au dialogue. Forcément, si les élections ne peuvent pas tenir le 20, dans un dialogue, ils peuvent s'entendre pour dire, oui, compte tenu de ceci ou cela. Mais bon, j'ai parlé d'illusion ici, on m'a dit que c'est plutôt moi qui dois revenir sur terre. Mais que des gens restent encore à dire, j'aime pas dire que tu c'est l'autre. Ah, d'accord. Donc, mais j'ai l'impression que les gens sont toujours dans les nuages lorsqu'on dit oui, bon, tel a pris la CEDEAO maintenant, il fera ceci ou cela. Non, mais la CEDEAO ne fonctionne pas comme cela. Partout, ça dit, lorsqu'un chef de l'État est régulièrement élu, il y a un autre comportement. Et je vais vous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à 2005. Non, j'ai la mémoire fraîche. Oui, non, je te rafraîchis la mémoire par rapport à une situation. Lorsque l'armée a fait allégeance à Faure Gnassingbé pour lui dire tu prends le pouvoir, il y a eu des manifestations pour demander au retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a pesé dans la balance. Ce n'était pas un président élu. Le pouvoir a été irrégulièrement pris. Faure a démissionné. Il y a cette parenthèse-là aussi que les gens oublient. Faure a démissionné avant de concourir pour être élu dans des conditions que tout le monde connaît. Donc ça voudrait dire que aussi longtemps qu'on sera dans une situation légale, et vous avez vu que dans la feuille de route, le côté légalité constitutionnelle n'est pas balayé d'un revers de main. Cette histoire d'élection qu'on met en décembre, et de toute vraisemblance, ça aura du mal à se tenir. Peut-être c'est lié au fait que le pouvoir aussi a mis dans la balance le fait qu'on dise que nous voulons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Alors, puisque les gens étaient favorables à ce qu'on divise la poire en deux, il fallait permettre à chacun de se retrouver dans cette feuille de route. Mais dans la pratique, je crois que seul le dialogue permettra aux acteurs de savoir sur cette question, est-ce que réellement on peut le faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une question pour faire évoluer le débat. Aujourd'hui, nous avons la feuille de route et nous savons que la coalition de 14 partis est une coalition conjoncturelle. Qu'adviendra-t-il désormais de cette coalition? Abi Alpha, vous lancez le débat. Non, je crois bien que la coalition, elle existe. Elle existe. J'ai bien dit que ce que on nous a servi au menu en feuille de route, ce n'est pas la parole de la Sainte Écriture, ni chrétienne, ni musulmane. C'est clair. Et qu'elle est susceptible d'évolution. Et c'est pourquoi l'avènement de cette feuille de route n'a pas signé la mort du dialogue. C'est clair. Donc, au fur et à mesure que ça va évoluer, par rapport aux réalités du terrain, à la bonne foi de ceux qui sont censés appliquer, c'est-à-dire ces réalités sur le terrain, ces réalités qui nous ont été dessinées depuis belle lurette, qui n'ont pas été appliquées. Si à un moment donné ça choque, les gens voient une mauvaise volonté, les gens vont réagir. Maintenant, la C14 n'est pas morte par cette chose. Maintenant, quand ils sont mis, c'est vrai, ils sont mis ensemble pour une unité d'action, comme depuis le début, ils l'ont dit, ils sont ensemble pour faire ça. Actuellement, il ne faut pas dire que bon, chacun prend sa route parce que la CEDEAO est venue nous déposer la Sainte Bible sur la tête. Tout le monde n'a qu'à se réjouir, on va aller, n'est-ce pas, dormir sur nous. Donc, moi, je pense qu'ils sont encore ensemble. La C14, elle est en train de la dernière fois, elle s'est prononcée sur bien sûr, sur les recommandations. Elle continue par, n'est-ce pas, pour terminer, dans son état-major, continue par réfléchir à comment se restructurer, comment rebondir. Maintenant, il faut terminer en disant que très souvent, un constat est fait pendant la gestion CEDEAO de M. Faure Gnassingbé, ce qu'on nous a habitués au communiqué qui finissent par des débats, quoi, où chacun tire des débats. Tantôt on voit deux versions qui circulent, tantôt c'est des communiqués qui donnent. Donc j'espère qu'on va voir si c'est parce que le président de la CEDEAO était aussi celui qui était concerné par la crise, que souvent les communiqués sortent de façon alambiquée. On va voir désormais. Non, moi, que devient la C14? Toutes ces questions font partie de mes inquiétudes. Quand, je ne voulais pas les aborder tous en même temps. C'est pour ça que je dis, on n'est pas sorti de l'auberge.
Rappelez-vous de l'accord politique global, Oui. lorsqu'il a été signé et qu'il fallait l'appliquer, nommer des gens, aller à des responsabilités dans les institutions. Ça a créé quoi? Ça a créé du désordre dans l'opposition. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc moi, j'ai des raisons d'être pessimiste. Je ne serai pas surpris demain que pour désigner des gens pour aller à la CENI, ça crée la bagarre. Pour aller à la Cour constitutionnelle, ça crée la bagarre. C'est pour ça que je dis que c'est un vieux schéma qui ne marchera pas. Excusez-moi de le dire ainsi. Et le pouvoir peut s'en servir pour dire, voilà, bon, moi, je voulais donner des places, mais c'est eux qui se bagarrent. Donc, c'est pour ça que je dis, tout ça nous semble être déjà déjà vu. C'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. Donc, moi, je pense que qu'est-ce que la C14 va devenir? Je ne veux présumer de rien. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Ce sont des hommes politiques. Ils connaissent la responsabilité de leur mission. Ça pourrait partir en cacahuète. Non, moi, je ne sais rien. Moi, je ne veux rien présumer. Mais ils sont des hommes responsables. Ils savent la mission qui pèse sur leurs épaules. J'espère qu'ils prendront de la hauteur pour comprendre les aspirations de ceux qui sont derrière eux, qui veulent le changement, Alpha, et ne pas aller dans tous les sens. Tout à l'heure, lorsque le peuple ne se retrouverait plus, il cherchera à prendre ses responsabilités. Et de ce point de vue, la C14 sera plus devant. Cette idée lui-même. Moi, vous savez très bien ma position depuis ces histoires-là. J'ai toujours dit que ce pays a besoin d'une véritable thérapie de choc. C'est-à-dire que ça permet de mettre tout. C'est-à-dire que ça permet... Parce qu'on est dans un cercle vicieux depuis 30 ans ou 28 ans. Vous voyez, avec toujours les mêmes formules. Mais on n'avance pas. Je vous donne un exemple. On a parlé tout à l'heure de rupture générationnelle. Oui. Moi, quand j'avais commencé le militantisme, dans les années 97 déjà, mais déjà même en 93, ceux qui allaient discuter dans les accords... les accords... les accords Colmar. J'ai fait l'UFC, si tu veux bien. Les accords de Colmar et tout ça. Vous vous souvenez? Peut-être certains étaient encore plus jeunes. À l'époque, quand Christophe Babouvier sort, il interroge les gens. Vous avez toujours les Gilles Christ, vous avez les Agboibo, vous avez les Eliam Kodjo, tout ça. Jusqu'en 97, vous avez les mêmes personnes qui sont là encore aujourd'hui. Vous voyez? Oui, mais aujourd'hui, il est surprenant que... Non, attention, parce que lorsqu'on parle de rupture générationnelle, ça pèse aussi dans le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis surpris que ce sont les fils de Nachaba qui discutent avec les gens qui étaient déjà en 93. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce sont les enfants de ceux qui discutaient avec l'opposition, qui vont discuter aujourd'hui avec les mêmes leaders de l'opposition, qui sont toujours là. Mais c'est à eux de voir on sert toujours les mêmes formules. Et on sert toujours les mêmes formules. Et il faut une alternance. Sinon, qu'à faire l'alternance, il nous faut une rupture générationnelle. Ils n'ont qu'à faire leur alternance. Merci beaucoup, on a compris l'essentiel. Quand vous avez... Attendez, je finis comme ça. Quand vous êtes dans une situation de guerre, et vous avez tout l'avantage de remporter la guerre. Vous avez tous les éléments qui vous permettent de remporter la guerre. Et vous avez des mauvais généraux qui font de mauvaises tactiques. Et l'adversaire gagne. À chaque fois, à un moment donné, il faut faire quoi? Il faut le changer. Vous avez terminé. Loïc Lawson, l'avenir de la coalition. Bon, pour ne pas te cacher la vérité, bon, je ne sais pas le débat que Ferdinand va chercher, où il va le chercher. Moi, je ne me retrouve pas. Oui, je ne me retrouve pas dans ce débat. Non, laisse ça. On a besoin de critiquer aussi les avis des autres amis. Non, vous avez le droit. Oui, voilà. Donc, c'est comme tu ne voudrais pas. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est qu'il faut. Tu sais, je te dis, moi, je suis dans une logique. Le pessimisme tue le pays et nous tue aussi. Je parle de la C14. La C14. Ils sont des grands garçons et des grandes dames qui sont là-bas. Et je te dis, cette C14, on a parié, et son décès ou sa division a été annoncée 1001 fois. Sa dislocation, 1001 fois. Mais je crois savoir que jusqu'à ce jour, elle est là. C'est des grands garçons. C'est des gens assez responsables. Et ils savent ce que la population attend d'eux. La grande partie attend d'eux. Je ne les vois pas en train de s'amuser, en tout cas. Et entre-temps, n'oublie pas, la C14 n'est plus, la coalition de l'opposition n'est plus celle qu'on a connue avant. Avant, c'était une coalition de l'opposition où toujours il y avait une seule locomotive devant. Cette fois-ci, ce qu'ils ont comme force, c'est que c'est un serpent à deux têtes. C'est-à-dire que... Non, c'est pas grave. Avant, il y avait un seul dictat. Aujourd'hui, il y a au moins deux têtes. Et ça fait qu'il y a plus d'ordre. Je peux t'assurer qu'il y a plus d'ordre. Aujourd'hui, oui, il y a plus d'ordre. Avec deux capitaines. Bizarrement, dans le schéma togolais, ça marche. Bizarrement, ça marche pour eux. Je crois que c'est aussi ça qui fait que ça tient. Sinon, Jean-Pierre Fabre allait déjà faire dérailler le navire depuis longtemps. Ça, c'est aussi une vérité qu'il faut dire. Maintenant que ça tient, ils arrivent à rester ensemble. Tant mieux pour eux.
L'essentiel pour eux, c'est de pouvoir rester en bloc. Parce que les chefs d'État n'oublient pas la veille de cette recommandation. Il y a 7 des membres qui ont été reçus. Oui. Par Ouattara et puis l'autre chef d'État pendant jusqu'à tard la nuit, 1h du matin. 1h du matin. Et on leur a... On va pas... Voilà, mais il y a eu des choses... Il y a eu des détails. C'est pas ça le plus important. C'est pas la feuille de route. Mais pour leur dire, écoutez, quand même, restez en bloc. Restez en bloc. Parce que si aujourd'hui, la CEDEAO s'est mêlée de notre affaire jusqu'à présent, la France, Macron qui est interpellé de partout, et qui, chaque fois qu'il est interpellé, dit un mot là-dessus. Tu sais pourquoi? C'est parce que pour une fois, la coalition est restée en bloc. Si c'était que la coalition était divisée, personne ne les prendra au sérieux. C'est parce qu'ils sont restés un peu en bloc, même si c'était en interne, ils ont des divergences, c'est parce que le bloc est resté. S'il n'y a pas le bloc, ils sont foutus. Ça, c'est aussi une réalité, quelque chose qu'il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Maintenant, au niveau du pouvoir, il faut aussi faire quoi? Faire en sorte que le pays avance. C'est pour ça, je ne sais pas quel leader politique, si c'est Ouattara ou bien si c'est Bawara ou quelqu'un, qui dit, faisons en sorte maintenant, main dans la main, pour amener cette feuille de route. Tu crois ce que Bawara dit? Non, je crois pas, mais j'ai dit faisons en sorte. S'il te plaît, il y a quelques jours, si Bawara pour une fois, non, je vais le croire. Pour une fois, si Bawara dit, Bawara que moi j'ai toujours dégainé, j'ai dégainé toujours sur lui. Si pour une fois il dit qu'il veut qu'on amène la feuille de route à bon port, je crois. C'est ça même qui est dangereux. Laisse les gens, il faut croire aux gens. Merci beaucoup Loïc Lawson. Non. C'est moi. Allez-y. Ah bon? Allez-y. Moi, je Fabrice n'est pas sérieux. Oui. Allez-y. Oui, par rapport à la C14. Oui, bon, je crois que la C14 n'aura pas raison de se disloquer. Et quand vous regardez... Il y a encore du chemin, c'est maintenant que le plus dur commence. C'est maintenant d'ailleurs qu'ils doivent se souder les mains. Parce que lorsque vous parcourez la feuille de route, il y a des choses que la C14 a tout le temps souhaité qui se logent dans cette feuille de route-là. La C14 a toujours souhaité que la diaspora ait la possibilité de voter. Oui, mais c'est cette question, parce qu'il y a aussi une nuance à apporter. Oui, après, moi j'ai dit, ils l'ont. La C14 a voulu qu'il y ait un suivi de tout ce qui sera fait par rapport à la feuille de route. Il y a un comité de suivi. La C14, par le passé, on a entendu certains leaders de la C14 soutenir que le président nigérian, qui n'était même pas président en exercice de la CEDEAO, viendrait mater le Togo, viendrait faire tant, donnerait des injonctions aux Togolais. Mais non, j'ai dit des membres, les gens disaient. des membres en interne. Et aujourd'hui, la C14, elle a son Boari à la tête de la CEDEAO. C'est un atout que Abiy Alpha a souligné et qui est important pour qu'on puisse régler les questions togolaises. Donc je crois qu'avec tout ce cocktail d'atouts, la C14 n'aura pas de raison de se disloquer et qu'au contraire, elle doit se fortifier, se renforcer et qu'elle doit pouvoir marquer cette bonne volonté parce que c'est elle, en réalité, quand on veut juger et faire des analyses, c'est elle qui en sort gagnante. Mais c'est le peuple togolais et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que le pouvoir et l'opposition s'accordent autour de cette feuille de route et qu'enfin, cela prendra le temps que cela doit prendre, qu'on en finisse. Non, ça prendra juste 5 mois. Oui, ça peut déborder. C'est moi qui dis, c'est mon analyse personnelle. Qu'on fasse bien la chose et que ça puisse déborder, mais qu'on aboutisse et qu'on ferme les pages sombres de tout ce que nous connaissons comme crise depuis toujours. Moi, je ne voudrais pas qu'à la fin des travaux de cette feuille de route, qu'on dise qu'il y a eu élection au Togo et que quelqu'un est en train de contester ces élections-là. Parce que c'est de là que commencent nos problèmes. Fabrice Petit maintenant, oui, sur le cas de la C14. Oui, le sort de la C14. Je crois qu'au départ... Est-ce qu'il est scellé? C'est fini? Non, c'est pas fini parce que au départ, c'était bien défini clairement que le regroupement, c'était pour rechercher les réformes. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les réformes. Ça ne figure que dans une feuille de route. C'est pas encore dans la Constitution. Et donc, naturellement, avec le dialogue... qui va rester permanent, naturellement, le groupe va toujours exister pour pouvoir participer à ces travaux-là. Mais il faut dire que lorsque l'heure des élections aura sonné, naturellement, ils tiennent toujours à préciser que ce n'est pas une coalition électoraliste. Lorsque l'heure de l'élection viendra, s'ils ne revoient ça va être la bagarre. Pas forcément la bagarre. C'est-à-dire, quand chacun prendra sa route, ça ne sera pas une querelle. Ou alors, ils peuvent se dire aussi, nous avons commencé une dynamique qui a marché,
ce n'était pas pourquoi on aille à des élections, mais si ça nous marche, pourquoi ne pas rester ensemble? Donc ça peut être cela. Moi, je crois que la C14 a encore un peu de l'avenir devant elle en ce qui concerne sa cohésion, parce qu'il y a un élément fondamental ces derniers jours qui a fait que, parce qu'à un moment donné, certains ont cru que en fait c'est eux qui faisaient la C14. Alors, je prends l'exemple des derniers meetings organisés par les autres sauf le PNP. Alors, partout où ils sont allés, il paraît qu'ils ont mobilisé. Alors que certains estimaient que c'était leur fief, ils ont demandé aux gens, on ne s'associe pas. Et je crois que c'est un élément qui peut amener, ceux qui pensent que peut-être c'est eux, la locomotive, de comprendre qu'en fait c'est une dynamique unitaire. Et ça peut ramener ceux qui pensaient ainsi sur Terre et peut-être que... vice-versa. Alors la question justement, on est presque en train de finir la lutte qui avait été enclenchée beaucoup plus le 19 août dernier. Mais le débat aussi, c'est Tikpi à Tchadam. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? On ne le voit plus. Ferdinand. Oh, moi, je saurais dire là où il est. Je ne suis pas un investisseur. Je sais pas, je ne suis pas assez trousse pour savoir où il est. On dit qu'il est au Ghana. Je ne sais pas s'il est là-bas. Bon, pour finir ce débat qu'on a eu, moi, je pense que la lutte n'est pas en train de finir, comme vous l'avez dit. Le problème est juste déplacé. Vous savez, le fond du problème, c'est 2020. Vous l'avez dit tout à l'heure, que ce bout de phrase en aucun cas n'a pas été réglé. Parce que c'était ça, en réalité, le point de discorde entre ça veut dire qu'il y a 3 chefs d'État qui ont été donc, cette affaire, pour il y a encore 15 mois pour trancher cette affaire-là. Elle sera tranchée au moment venu et vous verrez bien. Qui sont ces chefs d'État-là? Vous avez promis le nom. Non, je ne donne pas de nom pour le moment. Finalement, vous ne le donnez plus. Abi Alpha. Tikpi à Tchadam. Non, pour Tikpi à Tchadam. L'homme par qui tout a commencé le 19 août, qu'on n'entend plus depuis plusieurs mois maintenant. Qu'est-ce qu'il est devenu? Loïc a dit peut-être qu'il réapparaîtra le 19 août prochain. On est aujourd'hui le 3 août. Pour Tikpi à Tchadam, on dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Le monsieur, il est là, il est vivant, il n'est pas souffrant, il est bien là. Il est au Togo? Maintenant, où est-ce qu'il se trouve là? C'est pas mon problème. Lui et sa famille savent où il se trouve. Donc moi, maintenant, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Si vous regardez d'une façon, d'une façon ramassée l'image du pays là où nous sommes actuellement, on déplore la situation économique. Elle est vraiment alarmante. C'est dû à quoi? C'est dû juste au fait que le régime en place a passé tout le temps à travailler, à se maintenir au pouvoir. Si quelqu'un travaille, laisse les problèmes de développement pour travailler à s'accrocher au pouvoir, c'est parce que quelque part, il y a un camp qui estime que les grands axes de la démocratie ne sont pas assis. Donc, il faut qu'on fasse un effort pour que un jour, on quitte le débat politique pour penser au développement. Actuellement, il n'y a pas une société d'État actuellement. Tout est en dehors de Togo-Cell, sur laquelle on se base plus ou moins pour faire des conférences. Tout est à terre. Par où l'État passe, c'est la faillite. Tout est en rouge. Les banques même sont tellement en faillite parce que les gens ont laissé les problèmes de développement, la gestion du pays, pour s'occuper de comment conserver un pouvoir. S'ils pensent que cela les arrange, qu'ils vont continuer ça éternellement, mais un jour, à un moment donné, on ne va pas dire à fort. Si à cette allure, à un moment donné, personne ne dira à fort de partir, lui-même dira que ça suffit. Parce que quand même, on gère un pays, demain, il faut que vous laissiez un nom. Très bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. On tend vers la fin. Oui, la question de Tikpi, c'est très important, n'est-ce pas? Loïc a des indiscrétions. Loïc, allez-y. Non, j'ai déjà dit peut-être qu'il reviendra le 17 ou le 19. On ne sait jamais. Non, mais bon. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que, écoutez, et je crois que ces militants l'attendent. Parce qu'un chef aussi ne veut pas être longtemps dehors. Il me semble que ce sujet revient tous les samedis à leur meeting hebdomadaire. Où est Tikpi? Où est Tikpi? Voilà, justement, parce que ce n'est pas de là où il est. Les audios même ont cessé, je ne sais plus, et je n'ai plus entendu ces audios. Ce n'est pas les audios qui font. Les militants ne seront plus mobilisés comme ils se doivent tant que leur chef n'est pas là. Et quoi qu'on dise, tu te rends compte, et c'est lui qui est à la base de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire c'est grâce à Tikpi que le débat sur les réformes a été relancé parce que c'était au point mort. Oui.
C'était au point moi-même oublié même. Peut-être que jeudi, on va le recevoir ici pour que vous puissiez l'écouter. Si tu nous fais le miracle de le recevoir, on serait très content parce que tu as déjà fait ça une fois et on a appris ce que ça a causé. Maintenant, je dis Tikpi, à Tchadam, on a besoin de lui. Et en tout cas, ses amis ont besoin de lui sur le terrain. Parce que sa présence, moi, contrairement à ce qu'on dit, je ne sais pas ce que... C'est vrai que des éléments incontrôlés, on en trouve un peu partout dans le pays. Mais je me dis que sa présence ne fera que galvaniser ses troupes et galvaniser aussi la C14. Mais son absence, comme on dit, aucun homme n'est remplaçable. Son absence aussi crée un vide qui est comblé. Tu as vu la C14 a su faire les choses. Ils ont les discussions des chefs d'État, son nom n'a même pas apparu quelque part. Et puis, pof, le Togo avance. Bien. Ils auraient pu négocier un point dans la feuille de route le concernant. Allez-y. Voilà, moi j'ai dit, c'est vrai que depuis on n'en a plus entendu parler, Tikpi à Tchadam, on a fait la CEDEAO venue donner sa feuille de route. Et moi je suis resté sur une soif. J'avais cru que ouvertement, les membres de la C14 se seraient mobilisés pour demander peut-être... Évoquer son cas. Mais nulle part ça n'a... Tu connais son cas? Mais il n'est pas au pays. Tu as dit tout à l'heure que... je ne sais pas ce qui fait courir Tikpi à Tchadam. Quand j'ai dit il n'est pas là, pourquoi Tikpi n'est pas au pays? Pourquoi Tikpi n'est pas au Togo? On a évoqué le cas. On l'entend pas. Déjà fait au dialogue. Bien sûr. Et Yark a répondu à cette question, je crois, au responsable de la sécurité. Mais ce que je suis en train de dire, je dis que pour moi, les questions de Tikpi que nous évoquons ici concernent beaucoup plus sa famille politique et en plus la coalition beaucoup plus. Et donc moi personnellement je ne sais pas où Tikpi est, mais comme Loïc l'a dit, c'est le 19 que tous les Togolais ont entendu ce nom et finalement on n'en entend plus parler et on a mis une feuille de route qui doit quand même amener les Togolais à sortir de la crise qui a été déclenchée depuis le mois d'août. Loïc a dit que peut-être le 19 on le verra vivement que les Togolais retrouvent Tikpi. Fabrice. Non, moi je crois que la situation de Tikpi à Tchadam est un peu complexe. Moi je continue toujours par le dire que ce n'est pas un sujet politique. La situation de Tikpi. Sinon, il y a autre chose derrière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des morts de part et d'autre. Et certains ont juré venger leur mort. Sur qui, on ne sait pas. Et dans la mesure où on brandit son nom, que c'est lui qui est à l'origine de ce qui a démarré en bien ou en mal, je crois que ça peut l'amener. Sinon, se mettre à l'abri. Sinon, Ferdinand dit toujours ici que Ford doit quitter le pouvoir en 2020. Il va rentrer chez lui tranquillement, il reviendra. Ça, c'est un sujet politique. Mais quand ce n'est pas un sujet politique, ça touche à l'intégrité physique des gens. Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Bien. Messieurs, merci beaucoup d'être venus à ce plateau pour ce débat. Le seul sujet qui a été largement traité, messieurs, merci beaucoup. Il est l'heure, Loïc. C'est vous qui étiez en retard. Merci beaucoup, Loïc Lawson, le patron de l'hebdomadaire Flambeau la démocrate. Abi Alpha, le rendez-vous. Ferdinand Haïté, l'alternative. Fabrice Bekezi, le libéral. Et Tchanyao Arimiarou, Nouvelle Opinion. Vous payez l'addition. Merci à Jack Prosper qui a quand même assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigator. À lundi. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.